BFM Business, BFM Patrimoine, Regard croisé. Regard croisé qui accueille ce matin Stanislas de Baillancourt et Hervé Gouletker. Bonjour à tous les deux. Merci d'être autour de la table. Stanislas pour Sycomore Asset Management et Hervé Gouletker pour le cabinet Accuracy. Beaucoup d'actualités, Banque centrale. La semaine dernière, la Fed, la BCE, deux positions différentes. On attend tout à l'heure la Banque d'Angleterre qui vient après ce chiffre de l'inflation britannique qui est tombé hier. Comment on vit au rythme de ces banques centrales? Comment on voit arriver ou pas la fin du mouvement, la Fed qui fait une pause, la BCE qui continue? Hervé, comment on résume un petit peu ce contexte monétaire? Si on veut prendre un angle très marché, il faut dire que les marchés ont été obligés de revoir à la hausse leurs anticipations de taux directeurs. Et ils ont été obligés de le faire parce que du côté de l'inflation, ça ne ralentit pas comme ils l'attendaient. Et ça, on le voit partout. Ce qu'on a appelé pause aux États-Unis, ça ressemble en fait juste à une reprise de souffle. En fait, le message envoyé par tout ce petit monde, c'est il y a moins de hausse à venir devant qu'on en a fait derrière. C'est très bien, mais il y en a toujours. Et c'est ce qu'il faut prendre. Alors, et pour caractériser ce qui se passe du côté des prix, évidemment, les informations venues du Royaume-Uni hier sont intéressantes. En fait, ça ne ralentit pas du tout sur les prix aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon. Et en fait, la chose la plus intéressante, c'est que quand on prend le noyau dur des prix, hors énergie, hors produits alimentaires, on avait l'impression que ça se stabilisait, voire que ça commençait à ralentir aux États-Unis, un peu moins en Europe, mais au moins stabilité. Au Royaume-Uni, c'est pas ça du tout. Ça accélère. Alors, on peut dire, oui, le Royaume-Uni, c'est à part, parce qu'il y a sans doute une culture de l'inflation plus forte au Royaume-Uni qu'ailleurs. Donc, on pourrait se dire, ouais, mais c'est normal. Ils en ont moins peur, quoi. Ce sont les Britanniques. Et puis, on sait qu'il y a le Brexit qui pose des problèmes du côté de l'offre. Et donc, ça peut générer une inflation supplémentaire. Donc, il y a du spécifique britannique, c'est vrai. Mais il n'empêche que sur l'inflation, on se dit tous, ça va ralentir, d'accord, mais exactement le calendrier du ralentissement et le point d'atterrissage, on n'en a pas d'idée et on voit que le marché, il s'adapte, il pensait que tout ça irait plus vite et ça va moins vite. Comment est-ce qu'on regarde ça, vu des marchés finalement, toutes ces perspectives? Et c'est vrai que finalement on se dit que le mouvement de hausse, il a quand même été extraordinairement rapide et qu'il faut que notre planète économique, elle digère un peu tout ça. Il a été très rapide et très fort par son ampleur, donc c'est deux éléments importants. Qu'il tarde un peu à... Il y a deux choses, c'est que les marchés attendaient beaucoup la récession pour cette année, elle n'est pas là en Europe parce qu'on l'a vu cet hiver, il y a eu de bonnes nouvelles sur l'énergie, mais il faut aussi voir qu'aux États-Unis, il y a encore un soutien budgétaire, c'est-à-dire de la part de l'État, qui est massif. Ils ont 7% de déficit. Et donc, ça contrecarre un petit peu les effets de la politique monétaire, puisqu'on a un État qui injecte énormément dans l'économie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on voit bien que les banquiers centraux, et en particulier la Fed, naviguent un peu à vue pour la fin de leur cycle. Les marchés, ça je pense que c'était une erreur, nous on l'a souvent dit, anticipaient déjà un retournement de la politique de la Fed dès le milieu de cette année, et ça encore très récemment, il y a quelques semaines. Donc là, clairement, on a changé complètement sur la période de temps sur laquelle se ferait. Donc je pense que le maître mot, c'est plus haut et plus longtemps sur des niveaux élevés pour les taux. On l'a déjà dit sur ce plateau. À partir du moment où on a eu un choc d'inflation aussi fort, je pense que les banquiers centraux voudront s'assurer qu'il soit vraiment terminé avant de réassouplir à nouveau. Et ça, finalement, c'est les deux messages qui ont été passés de manière très parallèle la semaine dernière. La seule chose, c'est que la Fed a commencé avant la BCE, donc elle est déjà dans sa phase de pause, ou peut-être quelques petites hausses de plus cet été, en septembre. La BCE n'a pas tout à fait terminé son cycle, donc c'est juste une question de phasing, mais le discours est le même dans les deux cas. Est-ce que dans un cas comme dans l'autre, même si on comprend bien ce décalage assez évident vu le top départ, est-ce que
on commence à réfléchir à une éventuelle erreur de politique monétaire. Par exemple, Guillaume Dard, lors de son dernier passage, nous disait le 6%, c'est un peu un gris-gris aux États-Unis. Chaque fois que les taux ont touché 6%, ça a été la catastrophe. Donc, est-ce qu'on se dit, tiens, 1, 2, 25, 50, est-ce qu'il y a un risque de faire la hausse de trop? Mais en fait, la hausse de trop, ça dépend quel référentiel on a. Si le référentiel, c'est de réussir à la fois le ralentissement en douceur de l'économie et puis le reflux de l'inflation, l'erreur, ça serait de ne pas avoir l'un et l'autre à la fois. Mais en fait, l'histoire nous montre que réussir un atterrissage en douceur de l'économie, c'est compliqué. Oui. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. À chaque fois que l'on dit que du côté de la Banque centrale, on va en faire un peu plus qu'on ne pensait, on accroît le risque d'une entre guillemets erreur de la croissance plus forte et donc que l'on aille en récession. Donc après, on pourra dire ce qu'on veut, que c'est une erreur, mais les banques centrales vont vous répondre que leur premier mandat, même si on peut avoir une discussion sur la Fed, c'est quand même de ramener les prix vers l'étiage de 2%. Et donc, ça ne sera pas une erreur. Et quand on lit entre les lignes, par exemple, dans les dernières projections économiques de la Fed, qu'on va avoir une hausse du taux de chômage de 0,5 points, puis de 1 point complet. En fait, des chocs de remontée du taux de chômage de cette ampleur sur un laps de temps assez court, c'est quand même annonciateur de moments difficiles en termes de croissance économique. Donc en fait, ce qu'on appelle erreur, c'est pas tellement cela. En fait, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que des erreurs, il y en a régulièrement des banques centrales. Il y a d'abord eu une erreur de lecture au début de ce cycle d'inflation. C'est le premier point. Et si on regarde sur une période plus longue, il y a depuis 10-12 ans une succession de quantitative easing, une bulle monétaire qui a été créée, etc. Donc, c'était pas la première. La seule chose, c'est comme ces erreurs étaient plutôt à l'avantage des marchés financiers, parce qu'elles créaient de l'équité. On voulait pas les voir, quoi. Exactement. On ne les a pas appelées erreurs, mais on a quand même commencé par là. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le scénario qu'on retrouve dans les valorisations des marchés actions, et en particulier sur les marchés actions américains, c'est quand même celui d'une récession relativement molle ou faible, en tout cas pas profonde. Et le nouvel angle qui est pris depuis quelques semaines de la Fed, qui est moins accommodant, qui est un peu un second stage ou un nouveau narratif depuis quelques semaines, il coïncide pas tout à fait avec les niveaux de multiples de valorisation qu'on a aujourd'hui aux États-Unis. Donc là, on a en ce moment un peu une sorte de reality check, enfin de vérification entre les deux, et on voit bien que ça passe pas tout à fait, et qu'en termes d'allocation d'actifs, si les taux restent durablement, donc s'ils vont vers 5 et qu'ils dépassent 5 ou qu'ils restent durablement à ce niveau-là, ça repose un certain nombre de questions, surtout quand on part avec moins de croissance économique pour les années à venir et des niveaux de valorisation embarqués plus élevés. Bon, ça, ce sont nos deux grandes banques centrales, enfin on pourrait dire trois, avec la BOE qu'on a évoquée et qui se réunira tout à l'heure et dont on découvrira si elle fait 25 ou 50 points de base. Mais on est dans un monde où on chipote sur 25 ou 50 points de base finale. Il y en a une qui risque de se distinguer, c'est la Banque de Turquie. Est-ce qu'on est dans un autre monde? Est-ce que ça veut dire quelque chose? En clair, les taux sont à 8,5 aujourd'hui en Turquie. Et d'après les anticipations, le consensus des prévisions relevées par Reuters, il pourrait y avoir une hausse des taux de 1150 points de base. Il pourrait monter à 20%. On n'est pas sur la même planète économique, là, Hervé? Non, mais ça fait longtemps qu'on n'est pas sur la même planète économique en Turquie. Dans le précédent mandat du président turc, on a eu une hétérodoxie en matière de fonctionnement de la politique économique. En fait, ce que Erdogan disait sur la politique monétaire, c'est que si on veut combattre l'inflation, il faut baisser les taux d'intérêt. Il a donc non pas baissé les taux d'intérêt, mais empêché qu'ils remontent face à une inflation qui accélérait. Ce qu'on voit bien avec le nouveau mandat de Erdogan à la tête du pays, c'est que les responsables qu'il a choisis pour la politique économique, du côté ministère des Finances, du côté Banque centrale, semblent envoyer le message d'un retour
à l'orthodoxie. Donc retour à l'orthodoxie, ça veut dire qu'il faut remonter les taux directeurs de la Banque centrale. Moi, j'aurais envie de dire, sans être un grand spécialiste, qu'il y a beaucoup de normatifs dans la prévision moyenne du consensus Reuters. Sans doute faudrait-il atteindre un niveau de cet ordre-là. Alors peut-être que c'est un objectif, qu'on y aille en une fois avec un environnement économique qui est compliqué aujourd'hui. Erdogan surfe un peu sur de longues années avec des performances économiques qui n'ont pas été mauvaises, mais il y a eu une dégradation le temps passant. Je ne crois pas qu'il prendra un tel risque, mais on verra bien. Par contre, quand on parle de banque centrale, juste un point, si vous me permettez, il faut prendre en compte aussi la Banque du Japon, qui aujourd'hui garde un réglage très accommodant, et il y a tout un débat sur est-ce que ça va continuer ou pas. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est quand on raisonne en termes de liquidité de banque centrale, que l'on voit les quatre dont on parle, Fed, BCE, Banque d'Angleterre, Banque du Japon, eh bien la taille de leur bilan augmente aujourd'hui, et c'est le fait de la Banque du Japon qui en fait dépense de l'argent pour essayer de stabiliser les taux longs. Et quand vous regardez l'évolution du bilan de ces quatre banques centrales relativement au mouvement d'un indice boursier mondial, le MSCI World, par exemple, eh bien, c'est assez bien corrélé. Donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui au Japon, en termes de réglage de banque centrale, est sans doute très important pour nous tous. Je pense qu'en effet, il y a aussi eu des injections aux États-Unis très fortes à la suite de la faillite d'SVB et tout le problème des banques régionales, où ils ont remis énormément et donc inversé ce qu'ils avaient fait depuis simplement quelques mois avant en début de quantitative tightening. Et pour revenir à la Turquie, je pense qu'on a aussi, c'est très classique, mais dès qu'on a une hausse de taux, et en particulier ici aussi violente et aussi rapide aux États-Unis, on a toujours des contre-coups dans les pays émergents. Il y a des effets de bord. Il y a des effets de bord très forts. La seule chose qui change cette fois-ci, c'est que comme la Chine ralentit, eux, les Chinois, sont plutôt en train de commencer à réassouplir, mais ils ne savent pas encore quel choix politique ils vont faire dans cet assouplissement. Ils ont eu le problème de l'immobilier qui a été, ou des infrastructures qui a été au cours des 20 dernières années à chaque fois le récipiendaire des plans de relance. Aujourd'hui, ils sont en train de redessiner une sorte de nouvelle politique. Et donc, ça prend un petit peu de temps, mais du côté monétaire, ça assouplit déjà un petit peu. Mais la Turquie, c'est typique de ces phases de resserrement fort américain où dans les pays émergents, ça trinque pendant ce temps-là. Voilà donc pour les grandes questions conjoncturelles et en ce moment essentiellement monétaires.